Bonjour, mesdames et messieurs. Ça me fait plaisir. Premièrement, je remercie le Conseil canadien pour l'Afrique de m'avoir invité à présenter un peu de mon expérience africaine. Alors, si on regarde l'agenda, je vais faire une brève présentation sur moi. Ensuite, on va parler un peu de mon expertise en Afrique. On va j'ai inclus une liste des pays d'Afrique de l'Ouest avec les capitales et le nombre de populations. Je vais vous parler de quelques histoires africaines qui peuvent vous être utiles. Ensuite, j'ai mis quelques photos de voyage et ensuite, on va parler de certains guides à l'exportation qui est basé beaucoup sur le guide de la Madame est partie, mais le guide de EDC qui est un excellent guide au niveau de l'exportation. Et je vais en profiter pour faire aussi la publicité du manuel de Carl, qui a un bon manuel aussi qu'il a fait avec Madame Limoges au niveau de comment faire des exportations et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs outils qu'on peut se servir au niveau de l'exportation, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais aujourd'hui, on va parler surtout de l'Afrique. Alors, si je me déplace ici... et on va dire, pour terminer, on va se demander pourquoi en Afrique. Et il y aura une période de questions par la suite, mais en cours de route, si vous avez des questions à poser, gênez-vous pas, vous pouvez me poser des questions. Michel Lapointe, dans quelques mots, ça va être très court. Ça fait 40 ans que je suis dans le domaine des télécommunications. J'ai travaillé pour des grandes entreprises comme Motorola, Marconi Canada, des plus petites entreprises, des PME. J'ai eu ma propre entreprise en télécommunications aussi. Et j'ai travaillé aussi pour le gouvernement du Québec ici au ministère des Communications lorsqu'il existait. Malheureusement, il est disparu. Mais ça a été une très belle expérience aussi à Québec. Alors, comme je vous dis, je suis un spécialiste en télécommunications et j'ai une expertise en Afrique depuis l'année 2004. Alors, en 2004-2005, j'étais surtout du côté du Sénégal. J'ai vécu environ un an au Sénégal sur l'implantation d'un système de contrôle d'accès, de sécurité, de communication terrestre et de communication avec les navires au niveau du port autonome de Dakar. Ensuite, de 2006, je suis allé comme consultant au Mali au niveau de la fibre optique pour une compagnie canadienne qui s'appelait. J'ai fait le Togo aussi au niveau de la radiocommunication. 2007-2008, j'ai vécu presque un an aussi en Algérie sur un projet d'implantation de fibre optique pour amener au commerce, aux industries et aux résidences ce qu'on appelle le FTTH, le Fiber to the Home, qui permettait d'avoir la télévision IP, l'Internet haute vitesse et la téléphonie IP. La compagnie pour laquelle je travaillais a vendu ses actions algériennes à une compagnie italienne qui opère le système présentement en Algérie. Ensuite de ça, on se promenait entre Alger et Oran. J'ai fait Cotonou au Bénin, j'ai fait la Mauritanie à Nouakchott, Nouadhibou, Zouérat, qui est une mine de fer dans le milieu du désert. Vous allez voir quelques photos. Burkina Faso dernièrement, Ouagadougou, Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors, c'est un peu les pays d'Afrique que j'ai fait. J'en ai pas fait une tonne, j'en ai fait quelques-uns, mais ça a été une très belle expérience. Alors, sur la présentation que je vous ai donnée, vous avez certains pays d'Afrique de l'Ouest. Vous avez leur population, vous avez leur capitale et vous avez la langue parlée. Un des gros avantages que nous avons, c'est le niveau de la langue. On parle français, ces gens-là aiment bien communiquer en français, malgré qu'en technique, il y a beaucoup de choses qui se passent en anglais, mais la communication, comme Carl le disait, la communication entre deux individus, elle doit être chaleureuse et lorsqu'on parle la même langue, bien, ça se fait beaucoup plus facilement. Alors, c'est en référence. Quelques histoires d'Afrique. Des choses à faire attention. J'ai un entrepreneur canadien qui est ici. Je n'aimerais pas de nom parce que je veux pas que, peut-être que vous le connaissez et que je veux pas que les individus soient marqués. Le type travaillait en Algérie, sur des projets en Algérie. Et à un moment donné, un de ses contacts lui dit,
Ben, écoute, il dit, moi là, j'ai besoin de pommes de terre. Il dit, j'aimerais ça si tu pouvais m'envoyer, lorsque tu vas être retour au Canada, me trouver un navire complet de pommes de terre. Je ne peux pas vous dire combien ça représente de tonnes, mais en tout cas, il voulait avoir un navire de pommes de terre. Alors, notre individu, notre Canadien, en bon samaritain, il dit, oui, il dit, je vais te trouver ça, des pommes de terre. Il dit, inquiète-toi pas. Il dit, mais il dit, comment tu vas me payer? Ah, il dit, je vais te payer, je vais te faire une lettre de crédit irrévocable. Il dit, la banque avec laquelle je fais affaire, tu la connais, il n'y aura pas de problème pour les paiements. Alors, notre individu revient ici au Canada, fait ses recherches, finalement trouve au Nouveau-Brunswick un producteur de pommes de terre qui était prêt. On parle d'environ 90 000 $ de pommes de terre. Ça en fait de la pomme de terre. Fait que 90 000 $ de pommes de terre. Et le type au Nouveau-Brunswick, ben, il dit, garde, ça me prend des garanties. Fait que notre Québécois lui dit, ben écoute, oui, j'ai des garanties, je vais avoir une lettre de crédit, mais il dit, l'as-tu ta lettre de crédit? Non, je ne l'ai pas encore, mais ça s'en vient. Et au niveau des pommes de terre, ils sont entreposés dans des endroits réfrigérés où est-ce que lorsque vous les sortez de cet endroit-là, vous avez un certain temps pour les transporter pour que la marchandise ne se détruise pas. Alors il dit, regarde, je ne l'ai pas, ma lettre, mais il dit, regarde, moi, là, je te garantis que ça s'en vient, mon paiement, là. Vas-y, sors les pommes de terre, prépare-les pour qu'on les ship sur le bateau à Saint-Jean. Fait que le type du Nouveau-Brunswick, qui avait l'expérience, puis notre Québécois, il ne savait pas, mais notre type du Nouveau-Brunswick, lui, il avait l'expérience du marché africain. Alors, il dit, oui, je vais te sortir les pommes de terre, ça va être prêt à telle date, et ainsi de suite. Alors, quelques jours se passent, même une semaine se passe, et la lettre de crédit ne venait toujours pas. Là, puis là, il y avait des téléphones entre l'Afrique et le Canada, et ainsi de suite. Finalement, il pousse encore sur son ami, pas son ami, mais en tout cas le producteur de pommes de terre, et il lui dit, garde, il dit, ça me le prend, là, le bateau, il faut qu'il parte à telle date. Alors, le type qui était au Nouveau-Brunswick, il dit, regarde, il dit, moi, il dit, je fais affaire en Algérie, par mes contacts, j'ai vérifié, la banque que tu me parles n'a jamais reçu de demande de lettre de crédit de la part de ton client. Alors, il dit, regarde, je les ai pas sortis, les pommes de terre, parce que je me doutais qu'il y avait une astuce, qu'il y avait un problème. Alors, je te charge rien. Mais si les 90 000 $ de pommes de terre avaient sorti, ça leur aurait coûté 90 000 $ pour rien à notre ami québécois. Alors, il faut faire attention quand vous entendez des gens qui veulent faire affaire avec vous, qui disent « j'ai ci, j'ai ça ». Allez vraiment vers les preuves, puis assurez-vous que, oui, effectivement, ils peuvent faire des choses. La hiérarchie des cheveux blancs. Ben, j'ai la chance d'avoir les cheveux blancs, et en Afrique, les cheveux blancs, c'est très respecté. C'est un peu comme l'histoire ici de nos ancêtres, des Autochtones, où il y avait les sages, et ainsi de suite. En Afrique, il y a beaucoup de respect pour les personnes d'un certain âge. La famille est très importante. Et il se peut que lorsque vous serez en réunion avec des gens dans les pays d'Afrique noire, ça je l'ai moins rencontré au Maghreb, mais c'est surtout en Afrique noire, vous allez avoir des individus autour de la table qui vont se faire poser des questions par vos collègues qui sont plus jeunes que vous. Et lorsque les Noirs vont répondre, ils ne répondront pas à vos collègues, ils vont vous répondre à vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont un respect envers vous, parce que vous êtes plus âgés. Et là, moi, ça m'est arrivé, et mes techniciens étaient insultés de cette situation. Mais après, je leur ai expliqué, vous n'avez pas à être insultés. Vous avez vos réponses, c'est leur façon à eux de travailler, c'est leur façon de respecter les gens d'un certain âge. Donc, c'est une chose qui peut vous arriver en cours de route. Les pattes d'éléphant. Les pattes d'éléphant, ça, c'est une autre chose. C'est pas des vrais éléphants. C'est que lorsqu'on a fait les installations de contrôle d'accès au port autonome de Dakar, on installait des tourniquets pour les passagers, pour que les piétons puissent pouvoir pénétrer, contrôler puis deux, pénétrer à l'intérieur du port. Et la partie génie civil était faite par les autorités du port, nous, on ne faisait qu'installer le tourniquet. Vous allez voir une des photos tout à l'heure. Et là, on me pose la question,
est-ce que ça serait mieux si on mettait un toit au-dessus du tourniquet? Ma réponse a été, regarde, c'est pas essentiel parce que ce genre de tourniquet-là, il est utilisé partout en Amérique où est-ce qu'on a des conditions de vent, de pluie, de neige, de glace et tout ça. Et on n'installe pas de toit, mais si vous voulez en installer un, ben, c'est peut-être préférable d'en avoir un. Là, on me dit, tu viens de me dire que c'est préférable. Ça, ce que je vous dis là, c'est parce que les paroles que vous allez dire, ça vaut un contrat en Afrique. Donc, faites bien attention aux paroles que vous allez dire. Parce que moi, l'histoire des pattes d'éléphant, ça a duré 2 mois de temps. Fait que là, on revenait tout le temps. Est-ce que je fais... La patte d'éléphant, c'est la footing. C'est qu'eux autres faisaient la base de ciment. Et si on mettait un toit vis-à-vis les 2 murs de ciment qui montaient à chaque côté du tourniquet, il fallait mettre une plus grosse footing en dessous pour soutenir le toit, si vous voulez. Donc, on me disait, c'est toi qui vas payer pour mettre les pattes d'éléphant parce que ça prend un toit. Je dis, non, ça prend pas un toit. Je n'ai pas dit que ça prenait un toit. C'est préférable. Si vous voulez en mettre un, c'est votre choix à vous, c'est pas mon choix à moi. J'en ai pas besoin de toit. Mais si vous voulez en avoir un, mettez-en un. Si vous en mettez un, mettez vos pattes d'éléphant, mais c'est votre responsabilité, ça. Pendant 2 mois de temps, ils me sont revenus là-dessus. Donc, faites attention aux paroles que vous dites lorsque vous négociez avec des gens en Afrique. Le langage versus les expressions. Nous, ici au Canada, on est habitués de parler avec notre langage, nos expressions québécoises, nos expressions canadiennes. Et il y a des termes là-bas qui ont une signification différente, je dirais. Si vous parlez avec quelqu'un et que vous lui dites qu'un item, c'est trop dispendieux, il ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que dispendieux, c'est pas un nom qu'ils utilisent là-bas. Si vous dites c'est très cher, là, il va comprendre. Mais pour lui, dispendieux, il ne comprend pas. Ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais il y a un autre terme que je vais vous dire qui a beaucoup de conséquences. Offrir. J'étais en Algérie et je donnais une formation en marketing et en vente à des gens là-bas. Et je faisais ça conjointement avec un confrère marseillais. Et pour nous, au Canada, lorsqu'on a plusieurs produits, on va offrir notre portefeuille de produits à nos clients. Mais offrir, eux, c'est donner en cadeau. Parce que là, quand j'ai dit ça, j'ai vu les yeux s'agrandir, puis quoi? Là, je me tourne vers mon confrère français, je dis, qu'est-ce que j'ai dit qui n'est pas correct? Il dit, tu viens de dire que tu vas faire des cadeaux. Je dis, comment ça? C'est là qu'on m'a expliqué que pour eux, offrir, c'est donner en cadeau. Alors, on va parler tout à l'heure aussi d'avoir un bon contact sur place, un bon partenaire, et c'est votre partenaire local qui va vous expliquer toutes ces us et coutumes et ces langages qu'il va falloir utiliser ou ne pas utiliser. Traducteur de français à français, pourquoi j'ai mis ça? C'est que lorsque je faisais des réunions, on s'exprime, vous me comprenez bien. Mais si je m'exprime de la même façon, même avec un rythme un peu plus lent, parce que là-bas, je parle un peu plus lentement, là, je regarde, puis là, je me rends compte, ou en posant certaines questions, que les gens n'ont pas tout à fait compris. Et une chose aussi, peut-être que nos confrères de couleur pourraient nous confirmer, c'est que les gens là-bas, par respect toujours, ils n'osent pas nous contrarier. Même s'ils n'ont pas compris, ils vous diront pas « j'ai pas compris ». Même s'ils n'ont pas compris, ils ne reposeront pas des questions pour essayer de comprendre davantage. Ils vont faire semblant d'avoir compris. Donc, il faut toujours confirmer ce que vous... Et moi, j'avais, au port de Dakar, entre autres, le directeur de la sécurité, qui lui est un ancien militaire qui avait fait partout à travers le monde, donc il comprenait très bien mon langage, il s'appelait Diallo. Alors, je disais, Capitaine Diallo, voulez-vous leur expliquer dans vos mots ce que je viens de dire? Alors, il reprenait exactement la même chose que je venais de dire, mais dans sa façon à lui de s'exprimer, et là, tout le monde comprenait. Donc, quand vous parlez avec les gens, que ce soit entre individus ou que ce soit avec un groupe, assurez-vous bien que les gens ont bien compris ce que vous vouliez dire. Le temps versus un rendez-vous. Bon, on en a parlé un petit peu ce matin, quand on cherchait notre ami tunisien. Là-bas,
Le temps n'a pas d'importance. On vient de me le confirmer. Je fais une réunion. C'est un concept de blanc dans les pays du Nord, ça. Oui, hein? C'est nous qui n'est pas correct. L'Amérique latine, ça n'existe pas. En Afrique non plus. On est stressé pour eux. À quel moment on va s'ajuster puis on va s'adapter? De nos amis africains? Par contre, si nous, on n'est pas à temps par rapport à ce qu'on leur a promis, on se fait taper sur les doigts par eux. Okay? Donc, parce qu'ils savent que nous, habituellement, on est à temps ou on respecte. J'étais en réunion et je convoque pas n'importe qui, là, c'était le directeur de la police, le directeur des douanes, le directeur de la sûreté, le directeur de l'immigration pour une rencontre le lendemain à 11 heures. Alors, à l'hôtel où je demeurais. Alors, 11 heures, 11h15, 11h30. Il n'y a pas personne d'arrivé. Là, j'appelle mon fameux capitaine Diallo, qui était ma grande référence là-bas. J'ai dit, capitaine Diallo, j'ai dit, peut-être que je me suis trompé de journée, peut-être que je me suis trompé d'heure, mais j'ai dit, regarde, il me semble que j'ai convoqué la réunion à 11h, il est 11h30, puis j'ai dit, il n'y a pas personne d'arrivé encore. Ah, inquiète-toi pas. Il dit, dans la première heure d'attente, là, il n'y en a pas de problème. Ne passe-toi pas la tête. Okay. Si ça fait plus d'une heure que tu attends, là, tu commences à te poser des questions. Puis effectivement, ils sont arrivés 1h15 après le moment, et on a fait la rencontre. Okay. Alors, et c'est la même chose si vous cédulez. Je me souviens au Togo, j'étais là pour signer un protocole d'entente avec le directeur, le DG de la compagnie de téléphone. Et on cédulait des rendez-vous avec mon partenaire. On arrivait là, il était parti. Il était parti parce qu'il avait été convoqué à une réunion. Un peu comme notre ami tunisien ce matin qui avait une rencontre. C'est correct, c'est dans leur habitude, c'est dans leur mœurs. On ne peut pas leur reprocher. C'est nous qui voulons faire affaire avec eux. Donc, c'est à nous à s'adapter à leur façon de travailler. Okay? Alors, il faut pas s'offusquer si à un moment donné, vous manquez des rendez-vous. Et s'il y a un décès dans leur famille, ah ben là, vous les perdez pour une semaine. Ils sont partis pour une semaine. Parce que là, ça, c'est important pour eux. J'ai assisté, moi, personnellement, à des funérailles au Sénégal et au Togo, et je vous dis que c'est quelque chose. Ça coûte, si la personne est connue, ça coûte très cher à la famille, parce que tout le village qui vient, il y a tous les hommes politiques, il y a tous les morts. En tout cas, je vous dirais, c'est des centaines de personnes à nourrir et à faire boire, mais pas de l'alcool, mais du jus ou de la liqueur pendant 3-4 jours de temps, et faire des danses et les entretenir pendant presque une semaine. Alors, offusquez-vous pas si les gens ne sont pas présents au rendez-vous. La culture de pays similaires. J'étais en Mauritanie, qui est un pays islamique, à 100% islamique, c'est la République islamique de Mauritanie. Et j'avais passé un an au Sénégal, qui est pratiquement islamique aussi, à grand pourcentage. Et j'avais fait l'Algérie, qui est 100% islamique. Et j'étais avec mon partenaire mauritanien, on discutait d'une chose, et je lui dis, écoute, Yacoub, on va procéder de telle façon dans telle circonstance. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, je dis, regarde, j'ai vécu quelque chose de similaire en Algérie, puis j'ai fonctionné comme ça. Ben, il dit, t'es pas en Algérie ici, t'es en Mauritanie. En Mauritanie, c'est différent. On procède pas de la même façon. Alors, si vous travaillez dans plusieurs pays d'Afrique, puis que vous avez une habitude de travail dans un pays, c'est pas parce que vous allez dans le pays voisin que ça va fonctionner exactement de la même façon. Il y a certaines bases qui vont être pareilles, mais c'est de s'ajuster avec votre partenaire, de dire, ben, écoute, comment je dois travailler ici, c'est quoi les coutumes, c'est quoi les lois, c'est quoi les règlements, et ainsi de suite, parce que c'est différent d'un pays à l'autre. Le choc culturel, c'est sûr que
La première chose, si vous n'avez jamais été en Afrique, puis que vous arrivez à minuit le soir ou à 1 heure du matin, et que, premièrement, vous débarquez pas comme chez nous avec des passerelles à l'air conditionné et vous arrivez à l'intérieur. C'est des petits aéroports. Alors, c'est des escaliers qui vous amènent près de l'avion. Et lorsque la porte d'avion ouvre et que vous embarquez sur l'escalier, tout de suite, vous vous sentez écrasé par la chaleur et l'humidité. C'est le premier choc que vous avez en arrivant en Afrique. Vous allez vous habituer parce que c'est comme ça l'Afrique. L'autre chose, c'est que les gens là-bas sont très pauvres. Les gens vivent avec environ $1, $1.25. Maintenant, je pense que c'est autour de $1.25, je pense au Sénégal, mais la majeure partie des pays d'Afrique de l'Ouest, le revenu moyen est à peu près $1 par jour. Et je dirais moins de $2 par jour. Et avec ce $2 ou ce dollar-là par jour, ils font vivre de 15 à 20 personnes. Quand on parlait de maisons, c'est avec tout à l'heure avec des gens qu'on parlait. Quand vous avez une maison, il y a toujours 3 ou 4 familles qui vivent dans la même maison. Ça veut dire qu'il y a 15 à 20 personnes qui vivent dans cette maison-là. Et généralement, il y a peut-être juste 1 ou 2 pourvoyeurs qui vont gagner $1 ou $2 par jour qui vont faire vivre. Alors, dans les coutumes, je vais vous en parler tantôt. Avant de dire qu'un employé est incompétent et qu'il doit être congédié, il faut y penser 2 fois et on m'a recommandé de ne jamais faire ça. Des accidents. Quand j'étais jeune, j'entendais toujours dire, si tu frappes quelqu'un en Afrique, excusez-moi messieurs, mais j'entendais toujours dire, si tu frappes quelqu'un en Afrique, là, t'arrêtes pas, tu continues ton chemin parce que si tu t'arrêtes, tu vas avoir des moyens problèmes. J'étais au Togo et je sais pas si les gens connaissent la falle d'Alejo au Togo, mais c'est un grand ravin. Et j'étais avec mes amis togolais. Et en passant à la faille, j'aperçois un routier, un gros camion, une grosse vanne, qui était tombé dans le ravin. Alors je disais à mes amis, arrête, on arrête. Il dit, pourquoi tu veux arrêter? Je dis, regarde, je vais aller voir s'il y a un blessé dans le camion. Je dis, il dit, s'il y a un blessé, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je dis, je vais essayer de porter secours, je vais essayer de l'aider. Il dit, s'il y a une hémorragie, tu fais quoi? T'as rien. Regarde, j'ai mes mains, vous avez du linge sur le dos, j'ai du linge sur le dos, on peut tout faire pour soigner quelqu'un. J'ai suivi des cours de premiers soins, je suis un ancien militaire, donc je suis capable de soigner quelqu'un qui est en besoin. Fait que là, il dit, il faut que tu demandes l'ambulance, tu vas-tu rester là 2 jours de temps? Je dis, pourquoi 2 jours de temps? Mais il dit, regarde le monde qui ont des cellulaires ici, là, ils sont en train d'appeler l'ambulance. Le type d'ambulance qui reçoit l'appel, il faut qu'il reçoive l'autorisation du préfet pour venir sur les lieux de l'accident. Deuxièmement, il faut qu'il trouve la personne qui va payer le gallon d'essence pour mettre dans l'ambulance pour venir sur les lieux d'accident. Fait qu'il dit, tu peux rester ici 2 jours de temps à essayer d'arrêter l'hémorragie. Puis troisièmement, il dit, quand tu vas l'amener, ton patient à l'hôpital, c'est toi qui vas être obligé de payer tous les frais parce que tu y as touché, donc. Puis s'il meurt, c'est toi qui es responsable de la mort de l'individu. Donc, tu vas payer les funérailles, puis tu vas être obligé de donner une compensation à sa famille. Je pense qu'on va passer notre chemin. Quelques jours après, toujours au Togo, j'aperçois devant le quartier général des forces militaires un véhicule qui avait sorti et qui avait frappé une motocyclette. Et il y avait deux individus par terre qui saignaient abondamment. Et les militaires qui étaient autour, puis la foule qui regardait, ils ne touchaient pas aux gens. Les militaires, tout ce qu'ils faisaient, ils empêchaient les gens d'approcher, puis ils laissaient les gens saigner là, sur place. Là, nous, on a passé notre chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec ces individus-là, mais c'est pour vous dire, si vous frappez quelqu'un, faites attention, informez-vous auprès de votre partenaire comment vous devez réagir, parce que ça peut amener beaucoup de conséquences. C'est définitivement pas comme chez nous. Je termine avec le chef de village. J'ai eu la chance de faire une étude de faisabilité sur un système de radiocommunication au Togo, où j'ai fait le Togo en entier, du nord au sud et d'est en ouest. Et lorsque je suis arrivé au nord, il y avait un village qui s'appelle Sinkasé. Il y avait un chef de village qui était là. Et les gens qui étaient avec moi, ils ont dit, par respect, on va aller rencontrer le chef de village. Et
c'est comme dans notre imaginaire d'enfant, un chef de village là-bas. Je suis arrivé, le monsieur était dehors sur son balcon de sa grande maison, dans un costume de la place, avec dans une chaise versante, toute bien sculptée, des très belles chaises versantes, et il y avait environ, je dirais, une dizaine de sages autour de lui, parce que tout ce qui se passe dans le village passe par le chef. Que ce soit une vente de terrain, même si vous avez des avocats qui vous accompagnent, si vous voulez acheter un terrain, ainsi de suite, il faut respecter les gens là-bas, la culture. Alors, c'est un respect que d'aller rencontrer le chef de village et lui dire qu'est-ce que vous allez faire dans son village. Il vous empêchera pas de le faire, mais si vous allez le rencontrer et que vous l'avisez de votre présence et de vos intérêts dans son village, et surtout si ça peut amener quelque chose au niveau économique pour les gens de son village, il va être ravi. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il m'a donné un verre d'eau. Je savais qu'est-ce que ça aurait comme conséquence, mais par respect, tu le bois pareil. Ensuite de ça, on est allé dans un de ses commerces, qui était une radio communautaire. Et là, lui, il était musulman. Devant ses sages, il prenait pas de vin, mais je peux vous dire qu'en privé, il aimait le bon vin. Alors, c'est des petites histoires comme ça qui fait que soyez toujours sur vos gardes, dans le sens que ça se passe pas comme ici, là-bas, et il faut vraiment s'informer auprès de notre partenaire de quelle façon on doit agir avec les gens. Là, je vous ai parlé tout à l'heure du port autonome de Dakar. Vous voyez ça va être votre photo de gauche, vous aussi, avant et après, et vous voyez des tourniquets qui sont pour les piétons, et le centre, c'est pas large, c'était pour faire entrer les motocyclettes sur le contrôle, pour contrôler l'accès. Et tout ça était contrôlé par ordinateur avec carte d'accès et ainsi de suite. Je n'irai pas trop loin, c'est juste pour vous montrer quelques photos. Ça, vous avez le centre de secours, c'était le centre de contrôle. Le bras que vous voyez là, c'est mon bras. Et il y avait 70 caméras qu'on a installées dans le port, contrôlées avec du sans fil. Et là, à gauche, vous voyez une caméra qui est installée en haut. Et en bas, encore là-bas, ici, si vous installez une petite boîte de métal en bas d'un poteau, ça va, il n'y a pas de problème. Mais là-bas, ça va pas, parce que les gens, ils font pas attention. Alors, votre boîte va se faire arracher par des véhicules, que ce soit des camions ou des automobiles, ou elle va se faire voler par des gens qui sont sur place. Alors, notre système de ce qu'on appelle le UPS, d'alimentation électrique et de contrôle électrique, était dans ce boîtier qu'on a fait fabriquer en ciment et avec des grosses portes de métal. Et en plus, il fallait mettre des bornes de ciment autour pour s'assurer que ça ne soit pas endommagé. Et même à ça, ils trouvaient le moyen de l'endommager. Alors là, vous voyez un autobus typique du Sénégal et une partie de l'eau du port de mer. C'est pas très, très appétissant, mais il y a des coins qui sont plus beaux que ça, par exemple. Là, j'ai pas toutes premièrement, je peux pas toutes vous montrer les photos. Et deuxièmement, il y a une chose qu'il faut faire attention aussi. C'est, je me suis fait voler mon ordinateur et mes clés USB au Sénégal, puis c'est un peu de ma faute. C'est que je me rendais au Bénin, et avant d'aller au Bénin, on arrêtait chez le frère du président, qui lui, président du pays, qui lui a une fonction de gérance au niveau du transport, et son bureau est dans un endroit sécurisé où il y a des gardiens de sécurité et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on est allé à son bureau, j'ai laissé dans l'automobile mon sac avec l'ordinateur et mes papiers et tout, croyant que j'étais en sécurité. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que le chauffeur et mon ami togolais, ils avaient parlé dans leur langue, et le chauffeur avait dit à mon ami que pendant que nous étions en réunion au bureau, que lui, il irait faire souffler les pneus du véhicule parce qu'on avait à faire beaucoup de routes et on s'en allait au Bénin. J'ai pas compris ça, moi, parce que c'était dans leur langage. Alors, j'ai laissé les choses, mais pendant qu'il faisait souffler les pneus, qu'il a sorti de l'automobile pour vérifier avec le type qu'est-ce qu'il faisait, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte et qui a ramassé mon sac.
Alors, faites bien attention à ces choses-là. Hein. On apprend à tout âge. Hein? Alors, ça, c'est une chose, c'est un reproche. Moi, lorsque Léonie m'a parlé, elle dit, j'aimerais ça que tu me parles de tes expériences personnelles. Ben ça, c'est dans un stationnement d'un hôtel, le stationnement du Novotel, où est-ce qu'il y avait une cuisinière sénégalaise. Et là, à droite, vous voyez mon chauffeur. Et au Sénégal, lorsqu'on mange dans des endroits traditionnels, si vous êtes seul, vous avez une assiette et vous avez votre assiette, vous mangez dans votre assiette. Si vous êtes deux, vous avez une plus grande assiette et vous mangez deux dans la même assiette. Si vous êtes quatre, c'est encore une plus grande assiette et les quatre mangent dans la même assiette. Alors, j'ai la chance d'avoir un bon estomac et pas avoir de problème lorsque je mange de la nourriture locale là-bas. Alors, et lorsque j'étais dans cet endroit, écoutez, en Afrique, là, puis les confrères ici africains vont vous le dire, du talent, là, il y en a comme ça. Il y a énormément de talent en Afrique. Moi, là, à cet endroit-là, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais il y avait des gens qui avaient des doctorats dans différents domaines, qui avaient étudié en Amérique, qui avaient étudié en Europe, et qui étaient sur le chômage là-bas dans leur pays parce qu'ils n'arrivaient pas à... Pourtant, c'est des gens qui avaient des connaissances, qui avaient une culture, mais que dans le système, puis on en parlait un petit peu avant la réunion ce matin, les gens locaux ont un peu peur de ces gens-là qui sont un peu trop instruits, si vous voulez, et qui viennent déranger le système. Parce qu'ils arrivent avec des idées. Les gens qui ont étudié ici, comme ces messieurs, ils ont notre culture, ils ont appris des connaissances, puis ils savent comment ça se passe ici, puis ils aimeraient implanter dans leur pays le même genre de culture et le même genre de système pour que l'économie de leur pays, puis que la population se sente mieux et que l'économie aille mieux. Sauf que les gens qui sont locaux, ils n'en veulent pas de ça. Ils veulent rester dans ce qu'ils veulent. Mais ça va changer avec le temps. On va venir avec les générations à pouvoir changer les choses. Ça s'en vient tranquillement. Si on regarde le côté de la Tunisie, Tunisie est un bel exemple. Et il y a d'autres pays aussi où est-ce qu'il y a des évolutions qui se passent. On parlait ce matin justement du Rwanda. Rwanda, où est-ce que les gens disent « Ah, c'est dangereux parce qu'il y a eu la guerre, les Tutsis, les Hutus, et ainsi de suite. » Mais c'est Kigali, aujourd'hui, c'est un des endroits les plus sécuritaires où vous pouvez aller. Par contre, c'est pas ce qu'on nous annonce dans les journaux ou à travers les médias. Moi, quand j'ai annoncé aux gens que je m'en allais que j'allais en Algérie, ils disaient « Non, on va pas là, tu vas te faire enlever, ils tuent des terroristes à toutes les semaines. » Oui, à toutes les semaines, ils ont tué des terroristes. Mais moi, je me promenais à pied, je me promenais en auto, je suis allé partout. Et je suis encore là aujourd'hui. Sauf que tu t'informes et tu te rends compte que c'est pas à nous qui en veulent. C'est que les terroristes là-bas, ils en veulent aux gendarmes puis aux forces armées. Donc, ils s'attaquent à ces gens-là. Par contre, tu cours pas après le trouble non plus. Tu te promènes pas dans les rues à 3-4 heures du matin ou tu vas pas te promener en automobile tout seul dans des quartiers ou dans des villages que tu connais pas. Il reste qu'il faut quand même être prudent. Mais il reste que c'est pas si terrible que ça, l'Afrique, et je vous dirais, pour moi, c'est quand même assez sécuritaire. Il y a des pays, par contre, ça dépend des circonstances. J'ai déjà eu un appel du Tchad qui voulait que je fasse une étude de faisabilité pour un système de radiocommunication. C'était le fils du président qui m'appelait. Et j'ai dit oui, je te fais une proposition, je t'envoie ça par courriel. J'envoie le courriel et dans la même période, il y a environ 3 ans de ça, les rebelles ont commencé des problèmes avec l'armée tchadienne. Alors, moi j'ai toujours dit, je vais aller d'un pays d'Afrique avec ma tête sur ses épaules, mais je ne veux pas revenir avec ma tête en dessous du bras. Alors, j'ai dit au type, j'ai dit, garde, vous avez des problèmes, réglez vos problèmes. Ils ont dit, non, Michel, il n'y a pas de problème, on va te fournir les chars d'assaut. Oui, mais j'ai dit, c'est qui la seule tête blanche qui va avoir parmi vos têtes d'assaut? C'est la mienne. Ça va être qui la cible, vous pensez? Réglez vos problèmes, puis après ça, j'irai chez vous. Je parle encore. Aïe, aïe. OK. Carl parlait de la fête du mouton. Vous envoyez une expérience. J'ai eu la chance au Sénégal de participer à la fête du mouton qui s'appelle la Tabaski au Sénégal, qui s'appelle l'Aïd dans les pays musulmans.
Il y a des morceaux, je vous dirais, la première partie on mange le foie, les choses qui sont cuites sur le barbecue, c'est tellement bon, c'est tellement excellent, c'est comme des chips, il faut s'arrêter pour ben, ça dépend. Si moi, je suis un gourmet, alors je mange tout, je goûte à tout. Et quand on fait cuire la viande, par contre, dans la même journée, puis que là, on la sent tomber dans notre estomac parce qu'elle n'a pas été vieillie. Donc, le mouton, il est tué et il est cuit immédiatement. Donc, ça fait une viande qui est plus dure à... On va parler affaires aussi tout à l'heure. Mais là, c'est tous des histoires. Au Maroc, ben là, j'étais à l'hôtel et puis à un moment donné, j'entends des bing bang bang puis des flûtes, je descends et c'était des gens en costume traditionnel. Donc, il y a des belles choses aussi à voir en Afrique. Il n'y a pas seulement des problèmes. L'hôtel Ibis au Togo, donc vous pouvez demeurer dans un hôtel ou est-ce que dans vos temps libres, vous pouvez vous baigner à belle température. Et là, vous voyez un quartier du Togo. Dans la majorité des pays d'Afrique de l'Ouest, vous allez voir que les maisons, ils sont jamais finis. Il y a toujours un étage avec des bouts de métal ou des morceaux de ciment. Et il y a une très bonne raison pour ça. C'est tant et aussi longtemps que la maison n'est pas finie, les gens ne payent pas de taxes. Donc, ils disent toujours j'ai un étage supplémentaire à construire. Et à ce moment-là, l'État ne charge rien. Donc, ces gens-là ne payent pas de taxes. Là, vous allez voir, là, il y a toujours des maisons où la majorité des maisons ne sont pas finies sur les toits. J'ai eu la chance d'aller manger chez un ministre parce que mon ami ici s'occupait de sa fille. Alors, vous voyez, je vous nommerai pas c'est qui parce qu'il est encore là-bas. Mais il est en camisole, il nous a reçus en camisole. Donc, quand vous êtes à l'aise avec les gens, ils sont à l'aise avec vous. C'est une question pour lui, c'était pas un manque de respect, c'est qu'il était à l'aise avec nous, donc il nous a reçus comme nous, on va recevoir un bon ami ici au Québec. Et son fils qui était avec moi, il s'appelait Michel, il était tout fier aussi de poser avec moi. Et c'est des rues. La plupart des quartiers, c'est pas asphalté. Donc c'est des rues comme ça où est-ce que il y a seulement les rues principales qui sont asphaltées et les quartiers sont sur la terre. Et lorsqu'il y a les pluies abondantes, ben là, à ce moment-là, la terre est déplacée, vous avez des amoncellements de terre, vous avez des trous, toutes sortes de choses. Ça, c'est dans la brousse. Le vin de palme, c'est un peu comme le sirop d'érable. C'est que c'est le palmier qui coupe, qui mettent sur le côté, qui vont, avec la machette, qui vont creuser un petit rectangle, qui vont percer un trou au niveau de ce rectangle-là, et que le soir, ils font brûler des feuilles mortes à l'intérieur, et les feuilles font monter la sève, et la sève va donner ce qu'on appelle le vin de palme. C'est une liqueur alcoolisée qui est très forte. On m'a dit, prends-en pas plus que 2 gorgées parce que tu vas tomber. Mais j'ai eu la chance de goûter au vin de palme directement dans la brousse. Là, c'est plus solennel. C'est une explication au Bénin à des gens qui sont de la compagnie d'électricité du Bénin. Alger, on dit Alger la blanche, le béton est toujours blanc là-bas, malgré qu'il y en a beaucoup qui est sale. Vous voyez que le portique à gauche d'entrée de la maison, et vous avez la porte de garage et la porte pour aller à l'extérieur. En Afrique, surprenez-vous pas, comme au Maghreb, les maisons, elles sont toutes entourées de murs de béton avec des portiques, parce que c'est leur façon de se protéger. Une autre histoire du Togo, rapidement. J'étais à la banque avec un de mes amis et il y avait un commerçant qui était à côté de nous autres et il nous contait que son gardien s'était fait tuer. Je dis, dans quelles circonstances? Il dit, moi, j'avais un système d'alarme sur ma porte extérieure et ce que mon gardien ne savait pas, j'avais aussi un deuxième système d'alarme et de caméra à l'intérieur de ma maison. Et mon gardien s'est arrangé avec des voleurs pour qu'ils puissent pénétrer à l'intérieur. Il dit, le gardien a neutralisé le premier système d'alarme. Les gens sont rentrés à l'intérieur. Et là, le deuxième système est parti. Et là, les voleurs, ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont tué le gardien puis ils ont parti parce qu'ils étaient tellement choqués qu'ils n'ont pas été avisés qu'il y avait un deuxième système d'alarme. Ils l'ont tué puis ils sont disparus.
Alors, la plupart des maisons là-bas, je ne dis pas que c'est dangereux que vous allez vous faire voler si vous êtes là-bas, mais les maisons là-bas sont très, très sécurisées, surtout dans les quartiers huppés. Je vous ai parlé de l'Algérie, ça c'est mon ami à gauche, mon ami marseillais, on est en train de donner le cours, c'est le groupe à qui on a donné le cours de formation en vente, à l'intérieur d'une centrale téléphonique en Algérie. Et là, les beaux côtés, en décembre 2007, j'ai décidé d'aller me baigner à 13 degrés centigrades dans la mer Méditerranée parce que je m'étais dit, je vais revenir au Canada et je vais avoir le loisir de leur dire que je me suis baigné. Et en même temps, ma conjointe, ben, elle a enlevé à peu près 3 à 4 pieds de neige qui avaient tombé dans la même période sur le toit. En Mauritanie, c'est vraiment désertique. Ce qui se passe à gauche, c'est que lorsque vous traversez le désert de Mauritanie, le sable, c'est comme du papier sablé. Donc, vous êtes obligé soit de mettre des cartons, vous allez rencontrer ça souvent, les gens ils vont mettre cartonner le devant complet de leur automobile, ou comme nous on a fait, il a mis de la graisse, ils s'arrêtent d'un garage, là ils mettent de la graisse sur le devant de l'automobile. Et à votre droite, ben, c'est une station-service dans le milieu du désert. Avec dépanneur, on a pu s'acheter une liqueur et prendre une bonne liqueur. Le train du désert, c'est 780 km de train qui part de l'Atlantique, qui est la ville qui s'appelle Nouadhibou et qui monte jusqu'à Zouérat, la mine de fer. Et j'étais là sur une soumission pour le système de communication et le système de contrôle ferroviaire en Mauritanie pour ce qu'on appelle la SNIM, qui est la Société industrielle et minière de Mauritanie. Alors, on avait un très bon wagon-restaurant. Les gens étaient très en forme au départ. Mais par la suite, on était un petit peu plus fatigués. Ça paraît c'est un voyage de 3 jours avec des arrêts fréquents. Et là, j'ai essayé de dormir dehors dans le désert parce qu'il faisait tellement chaud à l'intérieur des tentes que c'était pas restable. Mais là, j'ai compris pourquoi les Mauritaniens ou les gens dans le désert portent le turban. C'est le vent pousse le sable, ça nous entre dans les oreilles, dans les yeux, dans la bouche, c'est terrible. Et là, à ces endroits-là, j'ai mangé du chameau, j'ai bu du lait de chamel, du mouton, non mais c'est bon. Pour vous montrer les environnements. Les gens vivent, il y a certaines personnes qui vivent dans des environnements semblables et on se demande, ils sont très loin, on se demande d'où ils sortent. Cap-Vert, très beau petit pays, c'est 1,5 million de population et c'est portugais, donc c'est différent de l'Afrique de l'Ouest. C'est très propre, très belles infrastructures, c'est des ministres au Cap-Vert. Abidjan, c'est la dernière photo, c'est le quartier Le Plateau. Comme c'est le quartier des banques, ben, l'UN est toujours là à surveiller, mais c'est pas parce que les gens de l'UN sont là que ça nous empêche de se promener dans les rues et de parler avec les gens. Présentement, Côte d'Ivoire est un pays à développer et il y a beaucoup de choses à faire là-bas. D'ailleurs, vous voyez une usine ici, c'est une compagnie québécoise qui opère une usine de fabrication de produits pharmaceutiques. Présentement, elle est inopérante puisque pendant la rébellion, elle a été dévastée par les rebelles, elle a été brisée. Vous voyez une porte là et tout a été volé à l'intérieur. Et le pays va rembourser à la compagnie québécoise les frais de réparation. Ils attendent d'avoir la subvention du pays pour pouvoir repartir des opérations là-bas. Donc, il y a des belles choses dans les... Qui va payer avant? Pardon? Qui va payer avant? C'est Ben, écoutez, non, ils n'auront pas à rembourser. C'est comme c'est un événement de guerre. Le pays leur a dit qu'il y aurait une subvention non remboursable pour pouvoir réparer l'usine. Et par contre, ce qu'ils attendent, pardon? C'est le pays, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je vous parle, puis vous allez le voir tout à l'heure, parce que là, on va parler plus d'affaires, d'avoir un très bon partenaire. Le partenaire, le directeur général de la société pharmaceutique, c'est la société Rougier. Le PDG est ici à Montréal, d'ailleurs, il est avocat.
Et son PDG, c'est un type qui est mêlé au niveau de la politique, qui vit dans le quartier pas loin de où demeure le président, dans le quartier chic, si vous voulez, de Abidjan. Et ce type-là a beaucoup de connexions, beaucoup de relations. Et c'est possiblement à travers cet individu qu'ils ont eu la confirmation que le gouvernement de Ouattara défrayerait les coûts de réparation. Mais de quelle façon va venir l'argent, il ne faut pas vous dire. Et c'est un des chanceux. Mais pourquoi? À cause de ses relations. Quand Carl parlait de relations tout à l'heure, c'est là l'importance d'avoir de très bonnes relations en Afrique. Et ça vaut pour tout le monde dans tous les domaines. Oui. Oui, allez-y. On peut pas, c'est bien pas d'avoir toutes les meilleures relations sont limitées, puis on a un temps de disponibilité limité. On ne peut pas penser massivement entrer dans des pays, puis toujours avoir la top relation en haut de la chaîne alimentaire ou le meilleur réseau, parce que sinon, 80% des gens ne font pas d'affaires. Oui, premièrement, oui, vous avez raison. Vous avez raison d'une part, puis je vais vous donner un exemple concret que j'ai vécu personnellement. Lorsque j'ai travaillé sur le projet pour soumissionner sur le système de radiocommunication et de communication pour la SNIM, ça nous a coûté, pour cette soumission-là, entre 15 et 20 000 $. Parce que j'ai passé plus de 2 mois là-bas à travailler avec le partenaire. Et au départ, nous étions 38 soumissionnaires qui ont visité, qui ont fait le trajet en train, et nous sommes 16 soumissionnaires qui ont produit une soumission. Et la soumission totale, celle que nous avons produite, était à la hauteur de 28 millions d'euros. Mais par contre, je ne voulais pas avoir le projet total. Ce qui m'intéressait surtout, c'était le projet de radiocommunication avec les équipements Motorola. Et ça, c'était à la hauteur d'entre 6 et 7 millions d'euros. Pour vous dire, j'étais pratiquement certain d'avoir cette soumission-là, cette partie-là. J'avais celui qui prenait la décision, j'avais ses 2 frères qui travaillaient en sous-traitance pour nous, si on avait le contrat. Okay? On avait de très bons contacts là-bas et on avait de façon informelle reçu l'information à l'effet que la partie radiocommunication, elle nous revenait. Pourquoi? Parce qu'il y avait, sur les 16 soumissionnaires, il y a 3 compagnies qui ont été retenues. Il y avait Alcatel, il y avait Sagem et il y avait nous. Okay? Quand les Français, c'est là qu'il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas toujours. Okay? Quand les Français ont su qu'il y avait une compagnie canadienne qui était impliquée au niveau de ce projet-là, je vais dire Sarkozy, mais c'est le gouvernement français, a envoyé un émissaire rencontrer directement le président de Mauritanie. Ça s'est négocié au niveau des présidences et les Français ont tout raflé. Donc, on a perdu 15 000 $, entre 15 et 20 000 $. Mais on était certain d'aller chercher le contrat. Mais même si vous êtes certain et que vous avez de très bons contacts, il peut toujours arriver des paramètres extérieurs qui vont faire que vous ne contrôlez pas tout. Mais dans l'histoire d'origine, oui. Une des personnes impliquées là-dedans, il est conseiller de ministre. Oui, conseiller du ministre. Oui. C'est pour ça que je vous dis, ils sont très bien placés. Oui, il est très, très, très bien placé. Faustin. OK, on le connaît. J'ai mangé chez lui. OK. Oui. Ce qu'il vient de dire, c'est en grande partie vrai. En Afrique, la relation, vraiment, ça compte beaucoup. Surtout quand il y a des relations dans un milieu où les décisions se prennent, là, il y a mesure de faire beaucoup de choses. Et ça compte énormément. Maintenant, par rapport à la question qui est des raisons politiques tout à l'heure vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, ça c'est lié au contexte d'abord du pays, la Côte d'Ivoire, qui était le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest et qui tout de suite est tombé dans une guerre civile que vous connaissez, vous avez entendu. Et donc, comme dans la guerre, rien ne se construit, tout se détruit. Et au sortir de cette période, lorsqu'il y a eu des élections et que le nouveau président est venu, Alassane Ouattara, donc lui, c'est sa volonté politique maintenant de donner des gaz politiques pour ramener les investisseurs. Exactement. Il va retrouver sa place non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi
à travers le monde. Donc c'est cette volonté politique du nouveau président qui fait qu'ils ont donné des engagements pour reconstruire et indemniser même des entreprises qui ont perdu pendant la guerre afin de leur permettre d'organiser le parcours et puis de les inciter à revenir avec moins de dépenses. C'est ça. Donc, comme le pays maintenant est en train de se décoller, ça fait partie des garanties politiques que le nouveau président a. Exactement. Il y a des raisons vraiment purement politiques pour inciter les entreprises à revenir au pays. Ah. Et c'est là. Oui, allez-y. Oui. Allez-y. Ajouter expérience avec les bons contacts. Si on a la malchance d'avoir des malchance parce que les coups d'État ou les coups militaires, on en a eu quelques-uns dans les dernières années. Et si notre contact est trop près du régime en place, peu importe ce que le nouveau régime décidera pour la compensation, si votre client avait des bons contacts directement avec celui qui a démissionné, qui a été éjecté, vos compensations risquent d'être faites donc être trop près de régime en place, je crois que ça peut avoir des côtés négatifs. Peut-être par rapport à ça, par rapport au contexte privé, mais aussi les contextes au niveau des grandes entreprises privées. Oui. Et eux, peu importe ce qu'ils étaient, continuent quand même les projets. Donc, c'est aussi ça que considérer dans les contextes définitifs, aussi dans le domaine du privé. C'est ça. Et même- on va vraiment quitter la place. Oui, allez-y. Tout à l'heure, vous parlerez, et on lui posera la question cet après-midi parce qu'ils vont venir, pour vous parler d'assurance dans des cas comme ceux-là qui permettent de réduire ce type de risque. Alors souvent, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne va pas chercher ces couvertures-là parce qu'on est convaincu que notre système est parfait et sécure. Mais on ne prend pas une assurance pour notre maison contre les dommages pour le feu parce qu'on sait qu'elle va brûler. On sait pertinemment qu'elle ne brûlera pas. C'est la même chose dans ces contextes-là. Il existe des outils de couverture politiques, économiques, contre défaut de paiement, etc., pour réduire ces risques-là. Alors c'est du risque qui est gérable quand on sait l'intégrer. Parfait. Ben, vous me devancez, ça fait partie des prochaines diapositives, mais c'est bon. C'est excellent. Oui, il faut. Par contre, est-ce que vous disiez? OK. Moi, entre autres, au niveau de l'Algérie, on a un de nos contacts qui, lui, a passé à travers plusieurs régimes, mais il n'est pas politicien. C'est un haut fonctionnaire qui s'est jamais mêlé de politique, mais que à cause de ses compétences, les gens l'ont toujours maintenu en place. C'est ce genre d'individu-là qu'il faut rechercher lorsqu'on travaille dans un pays extérieur. C'est pas facile à trouver. Parce que, comme je disais à ces messieurs ce matin, avant que la réunion commence, là-bas, tout le monde est frère, et tout le monde connaît le président, et tout le monde a des bons contacts. Alors, une de vos premières responsabilités lorsque vous voulez exporter, c'est de vous assurer que vous travaillez avec la bonne personne localement. C'est le secret. Vous ne pouvez pas arriver là tout seul. Même si vous avez un bon produit, si vous avez un bon prix, si vous n'avez pas quelqu'un de local qui vous supporte, ça va être très, très, très difficile de pénétrer le marché là-bas. Ça vous prend absolument un très bon partenaire. Puis il y a différentes façons de travailler avec un partenaire. Puis d'ailleurs, vous avez des avocats, une firme ici qui est spécialisée dans le domaine, qui peuvent vous aider à travers ça. On va en parler tantôt. Alors, pourquoi, oui, allez-y. Dire que dans le temps, il faudrait On va accélérer. On pense que dans 10 minutes, on devrait peut-être aller se sustenter. Parfait. OK. Alors, pourquoi exporter? Ben, c'est peut-être parce que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, c'est peut-être parce que le marché ici, il est saturé. Vous avez sûrement une très bonne raison d'exporter, mais il faut évaluer votre entreprise. Est-ce qu'elle est prête pour l'exportation? Est-ce que vous avez les bons produits? Quels sont vos pays cibles? Est-ce que vos produits peuvent s'adapter à ces produits-là? Est-ce que vous avez les bons contacts? Est-ce que vous avez fait une évaluation des coûts? Parce que comme Carl disait au départ, ça coûte assez cher de vouloir s'implanter en Afrique, de sorte que prévoyez au moins 3 voyages pour faire votre première vente. Parce que le premier voyage est un voyage de connaissance, comprendre prise de contact. Deuxième voyage, familiarisation avec les gens, avec le contexte, et ainsi de suite. Puis peut-être le troisième voyage pour signer votre entente ou faire votre première vente.
Et il y a 3 règles principales. Moi, je dis la règle des 3 P. C'est il faut être patient, il faut être persévérant et il faut être présent. Si vous n'êtes pas présent, lorsque j'ai fait mon étude de faisabilité pour un système de radiocommunication au Togo, les budgets, ils étaient là. L'étude de faisabilité, elle a été payée. Et il y avait l'argent pour monter le système. Sauf que j'ai eu une offre dans une autre entreprise et j'ai laissé cette entreprise-là pour aller travailler justement en Algérie. Et le président pour lequel je travaillais dans la première entreprise, il pensait pouvoir régler ça à distance via des courriels ou via des téléphones. L'argent a été dépensé ailleurs, il n'y a jamais eu de projet et le projet ne s'est jamais réalisé. Donc, la règle des 3 P est très, très, très importante. Et il faut faire l'évaluation de vos ressources financières et humaines. Est-ce que vous avez des personnes qui sont aptes à aller travailler en Afrique? Une des raisons pour laquelle je suis resté 1 an au Sénégal, c'est que le directeur de projet qui avait été engagé, pas par moi, mais par le président de l'entreprise, pour travailler là-bas, lorsque je me suis rendu compte, en allant rencontrer le client et voir l'étendue du projet, je me suis rendu compte qu'il était très, très bon au niveau technique, mais que la communication avec les gens locaux, ils ne l'avaient pas du tout. Alors, c'est là que j'ai été obligé de rester là-bas parce que il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de choses à faire, à respecter au niveau de... Alors, ce qui est important aussi, c'est votre étude de marché. C'est quel produit? Vous avez peut-être chez vous plusieurs produits à exporter, mais lequel est le bon à exporter et à quel endroit exporter? Nous, présentement, avec Flex Group, on vise de développer un pays par année et non pas 3 ou 4 pays en même temps. Donc, on se fixe un objectif de un pays et on travaille sur ce pays-là tant et aussi longtemps qu'on n'a pas réussi. Lorsqu'on a réussi, on cible un autre pays. Évaluation des marchés cibles, l'évaluation de la consommation. Je ne sais pas quel genre de marché. Je sais qu'il y a des gens qui sont dans le domaine des mines, c'est différent, mais si vous avez des produits qu'on appelle de mass market, faut vraiment aller sur place pour voir ce qui se passe. Puis c'est pas juste au niveau des pays d'Afrique, parce que je travaille sur un comité aussi à Ville-de-Laval où est-ce qu'on est plusieurs exportateurs et une personne qui est dans le domaine eux, ils fabriquent des sacs à main, ils font à peu près 300 modèles par année et elle s'était fait une idée, elle avait un bon partenaire en Suède, puis elle s'était fait une idée de sa façon de faire le marketing, puis finalement, elle décide d'y aller directement. Elle pensait qu'en Suède, parce que c'est toutes des blondes, tout ça, que la publicité se ferait à travers des blondes. À sa grande surprise, c'est pas vrai, c'est à travers des noirs que la publicité se fait en Suède et non pas à travers des blondes. Donc, d'aller vérifier sur place, c'est très important. Vérifier les pratiques commerciales locales aussi, c'est très important parce que c'est différent d'un pays à l'autre. Puis élaborer votre stratégie de marketing en collaboration avec votre partenaire là-bas. Partenariat, c'est essentiel parce que eux, ils connaissent les pratiques commerciales, ils connaissent les lois et les règlements, puis ils ont les contacts commerciaux. Juste un exemple, lorsque j'étais en Algérie, puis on a engagé du personnel, j'ai travaillé avec une firme comptable qui était spécialisée en ressources humaines. Et ils m'ont fait comprendre que si je n'indiquais pas dans le contrat de travail des employés algériens qu'ils pouvaient être congédiés, j'étais pris à vie avec ces gens-là. Parce que si c'est pas indiqué dans leur contrat de travail, vous pouvez pas les mettre à pied, même si vous avez plus d'ouvrage pour eux. Donc, il faut faire attention aux lois et règlements locaux. Ça peut vous apporter des contraintes assez importantes. Ça prend des bons avocats. Oui. Puis même à ça, il y en a eux aussi. Ça peut être l'exportation directe. Si vous importez comme nous, on fait affaire directement avec, on a un agent, mais on fait affaire directement avec le client. Donc, ça évite beaucoup d'interprétations. Mais par contre, ça nous demande plus de présence locale. L'exportation indirecte, soit à travers des distributeurs ou des agents. Partenariat, il peut y avoir un partage de risque si lui s'implique au niveau de l'entreprise. Et ça peut être des compétences. Il y a énormément de compétences en Afrique, n'oubliez pas. Ils ont les contacts, puis ils ont aussi du savoir-faire. Ils ont accès à des marchés. Alors, la combinaison des compétences techniques et des combinaisons financières que vous pouvez amener, ça peut amener un avantage compétitif. Ça peut être aussi au niveau des acquisitions. Vendre au gouvernement, il faut choisir le bon pays. Il faut s'informer sur l'historique, qu'est-ce qu'il fait. Puis un endroit que moi, je vais voir à chaque fois que je parle d'un nouveau pays, c'est le CIA Factbook sur Internet. Allez sur CIA Factbook, vous avez
tous les détails à date du pays. Vous avez la population, la géographie, le nombre de kilomètres de routes pavées, le nombre de kilomètres de routes non pavées. Vous avez la population, les parts, les pourcentages d'âge au niveau de la population, les revenus. Tout est indiqué dans ces rapports-là et ça coûte absolument rien. Et vous avez aussi tous les gens, là, que ce soit au niveau du gouvernement ou autre Investissement Québec ou aussi au niveau des délégués commerciaux du Canada, qui vont vous donner de très bonnes informations. Ça fait que là, je pense parce que vous allez avoir cette chose-là. Quand on parle de support gouvernemental canadien, c'est sûr, j'ai oublié de marquer Investissement Québec, mais ADC est là, le CCC, les délégués commerciaux, et il y en a plusieurs autres que vous pouvez compter. C'est parfait. Alors, on se complète. Financement, c'est la bête noire de la majorité des investisseurs. Donc, ça vous prend un plan financier détaillé. Surtout si vous demandez, si vous voulez participer, puis monsieur on a parlé un petit peu au début, ils ont différents programmes où est-ce qu'ils peuvent nous aider, soit dans la recherche de nouveaux marchés ou dans l'implantation dans des pays là-bas. Mais par contre, il faut que vous vous préparez un bon plan d'affaires avec un bon plan financier pour leur démontrer que votre vision des choses et votre enthousiasme est aussi appuyé avec un bon plan financier. Les techniques courantes, ben, moi, ce que je préconise beaucoup lorsque je fais affaire avec l'Afrique, c'est d'avoir un paiement initial le plus élevé possible, qui va couvrir au moins mes frais d'opération ou mes coûts, mes costs. Si mes coûts sont payés avec le paiement initial, puis que je livre la marchandise, puis que finalement je suis pas payé pour le reste, ben au moins mes coûts ont été couverts. Mais il y a différentes autres façons. Vous pouvez avoir un pourcentage à la commande, un pourcentage à l'expédition lorsque vous mettez les seals sur les containers, ou puis un pourcentage à la réception. Ça peut être soit par lettre de crédit confirmée ou lettre de crédit non confirmée, mais on préfère les lettres de crédit confirmées parce que vous le faites confirmer par votre banque qui, elle, vous assure que la lettre est valide et qu'elle va pouvoir vous rembourser. Ne pas oublier les clauses de change. Et là, des firmes comme ADC peuvent vous aider parce qu'ils ont des garanties. Et vous pouvez indiquer aussi dans votre contrat avec le client la clause de change que si le taux de change, surtout avec la variation de l'euro présentement, parce qu'eux vont vous demander souvent des prix en euros, mais là, présentement, ce que je fais, je le mets toujours en US dollar parce que c'est beaucoup plus stable que l'euro, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec l'euro. Donc, présentement, mes soumissions, je les fais toutes en dollars américains. Vous pouvez avoir l'assurance paiement, que ce soit avec EDC, COFAS ou des entreprises privées, très important, et il y a d'autres moyens aussi. Comment négocier en Afrique? C'est contraire des pratiques occidentales. Ici, c'est bing, bang, bang, on fait des affaires. Là-bas, c'est, comme on disait, la hiérarchie est très importante. On doit nouer des relations personnelles avant de commencer à faire des affaires. Il faut établir un climat de confiance et après ça, on débute les négociations commerciales. La documentation est importante. Vous avez différents documents ici. Je ne les ai pas tous nommés, mais c'est des différents documents que vous devez avoir lorsque vous faites des expéditions là-bas du côté de l'Afrique. Votre site Internet, ben, c'est le premier moyen pour une entreprise africaine avant que vous soyez sur place. Puis même si vous les rencontrez sur place, ils vont vous demander, as-tu ton site Internet pour qu'on aille voir qu'est-ce que tu fais et c'est qui tes clients? Et là, ils vont vérifier, ils vont même appeler des clients dans certains cas pour vérifier si vous avez fait un bon travail pour eux. Fait que votre site, ben, s'il peut nommer la liste des clients majeurs que vous servez, ben, c'est encore le mieux. J'achève. Exporter en Afrique, je vais aller plutôt à faut connaître ses concurrents. Vous allez avoir cette OK. Si vous avez, je vais aller au dernier. Pourquoi l'Afrique? OK, comme monsieur disait, tout est à faire et tout est à refaire en Afrique. Donc, puis quand un pays se sort d'une crise comme la Tunisie, comme la Côte d'Ivoire, c'est le temps pour nous d'y aller parce que les Français et les autres Européens vont avoir peur d'y aller. Nos plus grands concurrents en Afrique, c'est les Chinois et les Indiens. Et pourquoi l'Afrique et pourquoi pas le BRIC? Ben, c'est que Peter Hall, l'économiste en chef de EDC, il y a quelques mois, disait effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs à travers le monde qui visent les pays du BRIC. Donc, il y a énormément de concurrence. Alors qu'il y a beaucoup à faire en Afrique et il y a moins de concurrence.
La monnaie, c'est par rapport à l'euro que de ce temps ici, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ils ont tous, la majeure partie des pays d'Afrique ont une croissance de plus de 5%, donc c'est important. Exception faite de la Chine et de l'Inde, on en a parlé. Les gens ont besoin de produits simples, des produits efficaces et peu chers, surtout sur le produit de masse. Il y a plusieurs projets qui sont financés par de grandes banques internationales, mais là, à ce moment-là, ça vous prend aussi des contacts au niveau de ces banques-là. Il y a une grande abondance de ressources naturelles, il y a peu de moyens de transformation des matières premières. Évaluer vos forces et faiblesses, c'est très important. Trouver un partenaire de confiance est primordial. Informez-vous des lois et règlements, ça aussi, c'est primordial. Consultez les organismes privés ou gouvernementaux canadiens qui peuvent vous aider. Essayez de comprendre les us et coutumes de chacun des pays, ça aussi, c'est très important. Ayez une tarification adaptée. Ce n'est pas parce que vous vendez ici à tel prix que vous allez vendre le même prix en Afrique. Il faut s'adapter à leur pays. Minimisez les risques. Informez-vous auprès de d'autres exportateurs qui ont travaillé là-bas. Alors, le dernier bout était rapide, mais je pense que ça résume un peu qu'est-ce qu'on doit faire, les points importants sur lesquels on doit s'appuyer lorsqu'on veut faire affaire en Afrique.